Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes reçus par nos amis d'Omerta que je remercie dans le cadre d'un entretien avec un de leurs auteurs, parce que Omerta est l'éditeur de cet ouvrage, Stop au capitalisme woke. Je reçois son auteur, Gérard Lautier-Gérard. Bonjour. Pierre-Yves, bonjour. Merci pour votre invitation. Alors, vous êtes financier, essayiste. C'est votre premier livre sur cette thématique-là. Vous en avez fait d'autres dans votre cœur de métier. Et c'est un, comment dire, c'est un, pas un serpent de mer, mais c'est... Le wokisme a réveillé des tas d'anticorps sociaux dans une partie de l'opinion, inquiète, et je pense que vous avez pris un des angles les plus intéressants, c'est-à-dire de voir le marquage économique du mouvement woke. C'est-à-dire comment il s'est insinué dans la vie des entreprises et des affaires. Et on apprend des choses assez terrifiantes en termes d'importance et de montant, parce qu'il y avait un côté folklorique au tout début, de voir arriver les cheveux bleus dans les boîtes. En réalité, non, on est face à des intérêts gigantesques. Et on va commencer par là avant d'entrer dans le vif du sujet. Pourquoi avoir suivi cet angle-là? Vous y avez été confronté vous-même professionnellement ou ça a été un sujet d'attrait intellectuel? Alors, c'est vrai que le wokisme est quelque chose aujourd'hui qu'on voit, qu'on constate dans toutes les strates de la société. On le constate dans les universités, dans les partis politiques et dans les entreprises. C'est généralement par l'angle de la publicité qu'on comprend que des entreprises, des marques que l'on connaît, sont passées du côté du wokisme. Et l'idée du livre était d'essayer de comprendre à quoi cela était-il dû. Pourquoi est-ce que des entreprises, rappelons que les entreprises, une entreprise généralement c'est le lieu du libre-échange, de l'économie de marché, donc c'est a priori pas forcément l'endroit où on devrait retrouver les aspects les plus fondamentalistes du wokisme. Et pourtant, on l'a vu ces dernières années, un grand nombre d'entreprises changent complètement leur stratégie marketing ou leur stratégie de communication, quitte à perdre de l'argent au profit d'une vision progressiste de la société. Donc l'intérêt pourquoi est-ce que ce livre a été écrit, c'était pour comprendre ce qui poussait certaines entreprises. Est-ce que c'était par peur de représailles des consommateurs? Est-ce que c'était par volonté de la part de certains dirigeants d'afficher leurs vertus? Ou est-ce que c'était par peur de désengagement des actionnaires? Pourquoi est-ce que certaines entreprises se sont mises à adopter les mantras du wokisme? On va tout de suite clarifier avant de suivre une partie du plan de votre livre, c'est-à-dire, on traitera d'abord de l'effraction wokiste, c'est-à-dire comment ils entrent et qu'est-ce qu'ils font quand ils s'installent, c'est-à-dire comment ils prennent la vie de l'entreprise. Ensuite, on verra le résultat économique, et après on verra comment aujourd'hui une partie de la société est en train de se cabrer face à ça. Mais d'ores et déjà, pour vous, parce que, si vous voulez, vous avez toute une part ça se voit particulièrement dans la gauche française, et ce qui n'est pas totalement faux, c'est qu'il y a une partie de la droite, que ça je vous donne un avis personnel, et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup aimé votre livre, et c'est que votre livre ne tombe pas là-dedans. C'est que beaucoup de gens de droite prennent les woke pour se dire qu'ils ont encore une conscience. C'est-à-dire, ils ont reculé sur tout dans la défense de leur nation et de leur civilisation, mais ils n'aiment pas les cheveux bleus. Et il y a un côté panique morale dans une partie de la droite avec ça c'est pas totalement faux. Mais il ne reste néanmoins que le wokisme est un mouvement, qu'à titre personnel, je pense être un mouvement de décomposition. Mais parmi d'autres mouvements qui touchent les civilisations occidentales. Or, mais ça, c'est un fait personnel. Qu'est-ce que vous entendez par wokisme précisément? Je pense effectivement, il est très important de commencer par une définition du wokisme, parce que très souvent, on peut entendre ici et là des gens qui se définissent soit pro-woke, soit anti-woke, sans véritablement comprendre ce qu'est le wokisme, ou en incluant dans le wokisme des choses qui ne sont absolument pas woke. Le wokisme, pour le faire de manière très simple,
D'un côté, d'une partie de la société, ce sont des gens qui pensent que c'est une forme de nouveau politiquement correct, renouvelé, virulent, on ne peut plus rien dire. Et d'une autre partie, du côté des partisans du wokisme, le wokisme, c'est un mouvement de prise de conscience, un éveil, au woke en anglais, à l'égard des inégalités qui existent dans la société. Et ces inégalités sont dues, selon les woke, à cause de deux raisons principales. La première, c'est un groupe dominant, et la deuxième, c'est la société qui, dans son ensemble, est oppressive. Alors le groupe dominant, quel est-il? Eh bien, les woke s'intéressent au sujet du sexe, de la race, du genre, de l'identité sexuelle. Donc le groupe dominant, ce sont les blancs qui dominent les femmes, les hommes qui dominent les femmes, les blancs qui dominent les noirs ou les racisés, les hétérosexuels qui dominent les homosexuels. Donc c'est l'homme blanc hétérosexuel, c'est encore donc, qui devient le galeux. Voilà, l'homme blanc hétérosexuel, a fortiori de plus de 50 ans, est le prédateur par excellence. Il bénéficie de privilèges, et qui dit privilège dit, surtout en France, il faut abolir les privilèges de l'homme blanc. Mais les woke, et là-dessus j'aimerais être très clair, sont des gens, généralement, à l'exception de quelques militants, sont des gens sincères. Ce sont des gens qui constatent des inégalités qui existent, on y reviendra peut-être, et qui mettent ces inégalités sur le dos de mauvaises raisons. Donc le wokisme, c'est ça, c'est la façon dont je définis le wokisme. Et évidemment, l'intérêt, donc le wokisme dans la société, on le voit partout, l'intérêt c'est de comprendre, mais pourquoi est-ce qu'une grande partie de la population s'est mise à épouser ces thèses-là? Je pense que c'est une très bonne idée et de commencer comme ça, parce qu'il y a en effet une part d'inégalité induite par le fait social, qu'on le veuille ou pas. Mais il y a, et c'est là où il faut parfois, je pense, que nous fassions attention, il y a des inégalités qui sont sécrétées par la société, et ça on y peut plus ou moins, et il y a aussi des inégalités injustes parce qu'elles sont, elles, facultatives. Je pense que vous avez tout à fait raison de souligner que beaucoup d'entre eux sont sincères. Oui, et je rajouterais que l'opposé d'une inégalité injuste, c'est pas l'égalité, c'est une inégalité juste. Et ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire que l'inégalité peut parfois être juste sur certains sujets. On peut prendre un sujet très simple, qui n'est pas du tout le sujet du bouquin, mais la préférence nationale, c'est une inégalité, on peut considérer qu'elle est juste. Tout à fait. Par exemple. Entièrement d'accord. Donc, à partir de ces bases de discussion, on va entrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire, objectivement, alors, pour le grand public, je pense que l'une des entreprises phares qui a transporté le wokisme, ça a été Disney. Parce que je pense que c'est là, pour le coup, il y a eu un choc frontal, parce qu'en plus, comme ça s'attaque aux enfants, là, tout le monde a soit s'est cabré, soit s'est dit, ça y est, ça a marché. Donc, parce que là, peu de gens ont pu passer à côté. Et en réalité, c'est un mouvement assez global que vous racontez. Il y a des tas d'exemples des entreprises monstrueuses qui sont des entreprises du quotidien. On parlait en off d'Unilever, des choses. On ne s'en rend pas compte, c'est que personne n'entre chez lui sans produits qui sont faits par des entreprises woke. Ils sont dans votre intimité de consommateur, sans que vous vous en rendiez compte. Comment on en est arrivé là? C'est-à-dire, comment ils entrent dans une entreprise? Ils entrent de manière concertée, ils ont une stratégie économique quelconque. Comment ils entrent et qu'est-ce qu'ils y font? Surtout pour... Est-ce qu'ils s'imposent dans la vie des boîtes comme ça, violemment, ou ils s'insinuent? Alors, pour le comprendre, il faut revenir à la base de la gestion d'entreprise. Là, on ne parle pas de petites entreprises, on parle des grandes entreprises, qu'on appelle dans la finance les grandes capitalisations. Ces entreprises, généralement, les plus connues. Qui est-ce qui décide dans une entreprise? Généralement, c'est le propriétaire qui définit les axes de stratégie de l'entreprise, charge au directeur général de les appliquer. Dans une grande entreprise, on ne parle pas de propriétaire, on va parler d'actionnaires. Lorsque les actionnaires sont très nombreux, ce qui est le cas des plus grandes capitalisations, vous avez un organe qui est l'organe décisionnaire, c'est le conseil d'administration. Donc,
les actionnaires vont voter au prorata de leurs actions de qui siégera au conseil d'administration, charge au conseil d'administration de décider des axes de l'entreprise, et le directeur général, lui, son travail, sa mission consiste à les appliquer. Donc, quand on parle des grandes entreprises, si on prend l'exemple par exemple d'une entreprise comme Amazon, Amazon, son fondateur, c'est Jeff Bezos, on sait qu'il a créé l'entreprise, on sait que c'est un milliardaire, mais ce qu'on sait moins, c'est que Jeff Bezos aujourd'hui, il a environ 980 millions d'actions Amazon sur un total de 10 milliards d'actions Amazon. Ce qui veut dire qu'il possède un peu moins de 10% du capital d'Amazon. Donc qui possède Amazon? On va regarder les principaux actionnaires suivants chez Amazon et on s'aperçoit que ce sont tous des grands fonds d'investissement, des gestionnaires d'actifs, c'est-à-dire des sociétés financières qui gèrent l'argent d'autrui. Ça peut être l'argent de compagnies d'assurance, de fonds de pension, l'argent de particuliers. Parmi celles-ci, les noms les plus connus, BlackRock, State Street, Vanguard et d'autres. Et quand on additionne le total des parts de tous ces gestionnaires d'actifs, on s'aperçoit que chez Amazon, 60% du capital est détenu par des gestionnaires d'actifs, donc plus de la majorité. Alors, on peut regarder d'autres entreprises, on peut regarder Apple, on peut regarder Meta, vous savez, la holding notamment de Facebook et d'Instagram, et on s'aperçoit à chaque fois que ce sont les fonds d'investissement qui gèrent, qui décident de la politique des entreprises. Et c'est le cas pour toutes les entreprises, les grandes capitalisations américaines. C'est un peu différent en France, parce qu'en France, on a historiquement un capitalisme un peu plus familial, mais en France, ces grands fonds d'investissement, par exemple BlackRock, a plus de 5% du capital de chaque entreprise française du CAC 40, donc suffisamment pour nommer des administrateurs favorables à leur politique. BlackRock, pour donner une petite idée de ce que c'est, aujourd'hui c'est 10 000 milliards d'actifs sous gestion. Si on additionne la capitalisation, c'est-à-dire le prix, si on peut dire, ou la valeur de toutes les entreprises françaises du CAC 40, on arrive seulement à 3 000 milliards. Donc BlackRock, rien que BlackRock, c'est 3 fois plus que l'ensemble des sociétés françaises du CAC 40 additionnées. Évidemment, ce poids gigantesque leur donne un pouvoir tout aussi grand. Et quel est le pouvoir? C'est notamment le pouvoir du chantage financier. C'est-à-dire qu'une entreprise a besoin de finances, a besoin que les fonds d'investissement investissent pour continuer à se développer. Mais lorsque vous avez beaucoup de pouvoir en tant que fonds d'investissement, vous pouvez dire à une entreprise, soit vous faites ça, soit vous n'avez plus d'argent. Ce type d'investissement, qu'est-ce qu'il pourrait leur dire par exemple? Il pourrait leur dire, devenez un petit peu plus environnementaux, soyez un petit peu plus du côté du social, changez la gouvernance de votre entreprise. Ce type de politique, dans la finance, on appelle ça les critères ESG, pour environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et dans la finance, les fonds qui investissent dans des sociétés qui respectent les critères ESG, on appelle ça des fonds ISR, des fonds investissement socialement responsables. Donc ces fonds d'investissement socialement responsables, ce sont des fonds qui vont imposer aux entreprises le respect des critères ESG. Et dans le G de ESG, il y a la chose peut-être la plus importante, ce sont les politiques DEI pour diversité, équité et inclusion. Et ce sont notamment ces politiques-là qui vont imposer à des entreprises d'avoir tel ou tel type de race ou de sexe sur la direction ou les conseils d'administration des entreprises. Je prends l'exemple par exemple du Nasdaq, vous savez, cette plateforme plateforme boursière qui, tout simplement, l'an dernier, a déclaré délister de la cote toutes les entreprises qui n'auraient pas à leur conseil d'administration au moins une personne qui s'identifie comme une femme, pas une femme, qui s'identifie comme une femme, et une personne qui s'identifie d'une minorité ethnique. Donc la finance, grâce aux critères ESG et grâce aux fonds ISR, aujourd'hui les fonds ISR, c'est un tiers de la collecte européenne
d'argent. Donc c'est des gens qui ont énormément de pouvoir dans l'entreprise, peuvent imposer les critères ESG, les politiques DEI aux entreprises. Bien entendu, certains dirigeants ont un intérêt. Je vous citerai 2 intérêts. Le premier, évidemment, d'imposer tous ces critères, on va dire critères woke, pour simplifier dans les entreprises, ça a un coût. Installer des toilettes pour les personnes transgenres ou tout simplement se fournir auprès de fournisseurs, non pas en fonction d'un rapport qualité-prix, mais en fonction de l'orientation sexuelle. Oui, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, je vous vois un petit peu surpris, mais en fonction de l'orientation sexuelle... Inquiet, plus que surpris, mais inquiet. Ou en fonction de la race des fournisseurs, évidemment, les petits acteurs, les petites entreprises ne peuvent pas se permettre le luxe de ne pas choisir les fournisseurs qui offrent le meilleur rapport qualité-prix et de fait se retrouvent exclus. Et ça pose un problème. Pourquoi ? Ça pose un problème parce que c'est généralement les entreprises plus petites qui sont promptes à prendre plus de risques, à être plus créatives, à innover. Et donc, en imposant ces critères DEI à un grand nombre d'entreprises, on fait obstacle à ce que Joseph Schumpeter appelle la destruction créatrice. Ça, c'est le premier avantage pour les grandes entreprises. Et le deuxième, bien évidemment, lorsque les dirigeants de certaines entreprises, lorsqu'on leur a proposé de ne plus avoir à maximiser la valeur pour l'actionnaire et à servir les consommateurs, mais à la place, lorsqu'on leur fixe des objectifs sociaux, environnementaux ou de gouvernance, eh bien, les dirigeants d'entreprise sont ravis de les appliquer. Pourquoi ? Parce que même s'ils ont des résultats médiocres, des résultats financiers médiocres, ils peuvent justifier leur rémunération et accessoirement leur poste simplement en recrutant plus de personnes issues de la diversité. Donc, si je vous suis bien, et c'est quand même très bien pensé, et particulièrement votre premier point qui a été particulièrement choisi, le wokisme a servi à une partie de la classe capitaliste à 2 choses, c'est-à-dire à verrouiller l'accès au marché aux nouveaux entrants, en partie ça que vous venez de me dire, et en plus à pouvoir amplifier un phénomène qui existe déjà dans toutes les grandes structures contemporaines, État, administration, entreprise, qui est une tendance à la médiocratie. Donc ça a amplifié des tendances lourdes. Oui, j'en ajouterai un troisième, la diversion. C'est-à-dire que, rappelez-vous, en 2008, on a connu la grande crise financière. Qu'est-ce qui s'est passé, notamment aux États-Unis, un peu moins en France, après la grande crise financière? La finance était dans l'œil du cyclone. On avait des mouvements comme Occupy Wall Street, où un grand nombre de manifestants s'en prenaient à la cupidité des entreprises, à la cupidité des banques et des finances, et de la finance dans son ensemble. Et grâce aux critères ESG, la finance s'est achetée une nouvelle vertu. Oui. Ils sont passés du côté de l'hérésie à la sainteté, si je puis dire. Bien sûr. Ils se sont servis des critères ESG comme les banques se sont servis des critères prudentiels pour éviter qu'on ait à regarder dans leurs comptes. Et comme les politiques de toute façon ne comptaient pas faire le boulot, tout le monde était content. Oui, et une partie de la classe politique, notamment de la classe politique dite de gauche, y a trouvé son intérêt, parce que concomitamment, on a connu l'épisode MeToo, 2017, l'épisode, le meurtre de George Floyd, 2020. Donc les questions de racisme systémique sur le lieu de travail et les questions de machisme sur le lieu de travail sont apparues à ce moment-là. Et la classe politique, une grande partie de la classe politique de gauche, y a vu une occasion historique, vous savez, c'est le fameux rapport de Terra Nova, de changer son électorat et de passer d'un électorat, d'une mission politique d'amélioration du niveau de vie de la classe populaire à, on va s'intéresser maintenant aux jeunes, minorités, urbains, et les femmes, évidemment, ce qui ne forme pas une minorité, parce qu'à partir du moment où on a les femmes plus quelque chose d'autre, c'est déjà la majorité. Oui, ce qui permet au passage de se délester de la version low cost de la cible, la cible étant le mâle blanc de plus de 50 ans, on va pouvoir se délester du prolo blanc, qui n'est que la version low cost du premier.
Maintenant, on comprend bien que l'ouvre-boîte, ça a été la finance sur les grandes entreprises, et les grandes entreprises l'ont imposé par capillarité aux sous-traitants. Et donc toute la chaîne a été prise. Il n'y a pas eu à ce moment-là, où on n'a pas d'exemple de tentative de résistance au sein des entreprises, à ce moment-là. Au départ, C'est-à-dire, personne ne s'est dit, attendez les enfants, nous, vu notre... Je ne parle même pas de résistance éthique ou quoi que ce soit, je parle vraiment par rapport à l'intérêt capitalistique de l'entreprise. C'est-à-dire, à ce moment-là, personne ne se dit, attendez les enfants, tout ça c'est bien mignon, mais vu notre secteur d'activité, si on commence à avoir des images qui vont choquer une population qui, qu'on le veuille ou pas, est faite majoritairement de gens qui n'appartiennent pas à des minorités par nature, et c'est eux les consommateurs majoritaires, on va se mettre en danger. C'est-à-dire personne n'a cette présence d'esprit de dire, prenons le cas de Disney, une image sexualisée et homosexualisante, déjà qu'une image de sexualité hétéro-sexuelle est quelque chose de très dur, enfin de très... Il faut faire avec des pincettes dans un dessin animé, personne ne s'est dit, quand les pères de famille et les mères de famille vont voir ce qu'on fait voir à leurs gosses, on va perdre du pognon lourdement. Est-ce que à ce moment-là, il n'y a pas quelqu'un qui tire la sonnette d'alarme ou c'est trop tôt? La sonnette d'alarme, elle a été tirée dès le début des années 1970. C'est-à-dire à partir du moment où on a eu les premiers fonds dits socialement responsables, le premier, alors on a un premier fonds qui s'appelle le Pioneer Fund, qui a été créé en 1928 par Philip Carrett. Philip Carrett, c'est un ami de Warren Buffett, hein, il a vécu centenaire. Et en 1928, lorsqu'il crée son fonds d'investissement, il décide assez naturellement d'exclure toutes les sociétés qui commercialisent ou produisent de l'alcool. C'est normal, aux États-Unis c'est la prohibition, mais il a gardé cette stratégie d'investissement toute sa vie dans son fonds d'investissement. Au début des années 70, il y a des fonds ISR qui sont créés, des fonds d'investissement socialement responsables. L'un d'entre eux, qui existe toujours aujourd'hui, c'est le World Pax Fund. Il a été créé par Jack Corbett et Luther Tyson, qui sont deux anciens pasteurs de l'Église méthodiste unie. Hein, le méthodisme, c'est un mouvement réformateur voilà, du XVIIIe siècle en Angleterre, où son prédicateur, John Wesley, dans le serment « L'utilisation de l'argent », recommande de ne pas commercer avec des gens qui ne respectent pas certains critères. Donc c'est une essence fondamentalement religieuse. D'ailleurs, le mouvement de ce prédicateur s'appelle « The Great Awakening ». On retrouve... C'est un awakening protestant, ça arrive à intervalles réguliers. Oui. Exactement, mais on retrouve cette similarité sémantique, awakening, avec le wokisme. C'est intéressant pour comprendre l'essence religieuse de la chose. Dans les années 70, il y a quelques fonds ISR, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Vous avez un éditorial du New York Times qui titre « Pourquoi est-ce que the good guys have flopped ?» Donc pourquoi est-ce que les gentils dans la finance n'y arrivent pas? Et vous avez deux réponses à ça. Une première réponse nous vient notamment de Harry Markowitz, c'est un prix Nobel, c'est le père de la diversification, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui votre banquier vous dit qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est parce que Harry Markowitz l'a démontré, et qui dit c'est un contresens financier que d'exclure certaines entreprises de la diversification. Donc lui il dit non, il faut pas exclure certaines entreprises, il faut prendre toutes les entreprises. Une autre personnalité s'érige et émet son opinion sur la chose, c'est Milton Friedman. Milton Friedman, au début des années 70, il est très connu aux États-Unis. Il a on appelle ça aujourd'hui un podcast, mais il intervient régulièrement à la télévision pour parler d'économie et de finance. Il a écrit Capitalisme et liberté, c'est un grand succès, et il va devenir prix Nobel d'économie aussi. Milton Friedman écrit dans le New York Times ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine Friedman, qui est de dire la responsabilité des entreprises est uniquement envers ses actionnaire. Une entreprise, ça doit faire du profit. Et c'est tout. Il dit, c'est très bien si une entreprise veut d'elle-même faire des choses bonnes pour la société, mais ça doit venir des actionnaires. Ça ne doit pas être une initiative personnelle. Et à la même époque, 2 ans plus tard, vous avez un jeune professeur de l'Université de Genève qui vient d'écrire un bouquin qui passe assez inaperçu, qui s'appelle « Le management moderne d'entreprise dans l'ingénierie mécanique ». Et il y expose sa vision à lui, la vision de Milton Friedman, on appelle ça le shareholder capitalisme, donc le capitalisme actionnarial. Et lui, il expose une vision différente,
qu'on va appeler par la suite le capitalisme des parties prenantes ou le stakeholder capitalisme. Et ce jeune professeur, il dit tout simplement, une entreprise, non, ça ne doit pas servir uniquement ses actionnaires, ça doit servir les employés, les fournisseurs, les clients et surtout la société. C'est sur ce point qu'il faut insister. Ce jeune professeur, il va créer juste après une plateforme d'échange où il va inviter, ça s'appelle le Symposium européen du management, où il va inviter des chefs d'État et des dirigeants d'entreprises européens. 2 ans plus tard, il va appliquer les préceptes qu'il avait conseillés à l'industrie mécanique à l'ensemble des entreprises. Il appelle ça le manifeste de Davos. Ce professeur, c'est Klaus Schwab. Quelques années plus tard, le Symposium européen du management devient le Forum économique mondial. Et depuis lors, son objectif aura été de promouvoir le capitalisme des parties prenantes à travers toutes les institutions internationales. En 2004, lorsque il y a un rapport de l'ONU qui s'appelle Who Cares Wins, qui indique qu'il est préférable d'appliquer les critères ESG dans les entreprises, ce rapport de l'ONU s'inspire ouvertement, c'est-à-dire que c'est écrit, de l'éthique des affaires de Klaus Schwab. Et d'ailleurs, le sujet des critères ESG est à l'agenda du Forum de Davos chaque année depuis 20 ans. On le retrouve. Donc, cette dichotomie, ce combat ou cette opposition se fait entre, d'un côté, le capitalisme des parties prenantes, il faut servir tout le monde, et c'est là où on va mettre les critères ESG, et de l'autre, le capitalisme actionnarial de Milton Friedman. Donc voilà d'où part la différenciation. Et on va arriver par la suite, donc en 2008, on en a parlé, la crise financière va pousser certaines entreprises à adopter beaucoup plus facilement ces critères, et vous avez un peu les papes de la finance, j'appelle ça les papes, en tout cas le patron de BlackRock, Larry Fink, qui à la fin des années 2010, donc en 2017, va dire « nous allons forcer les changements, nous allons appliquer les politiques DEI dans les entreprises, et si les entreprises ne le veulent pas, on n'investira plus ». Et pour reprendre un exemple assez drôle, le World Pax Fund, qui en 1970 investissait pas que sur des critères financiers, mais sur des critères aussi sociaux, donc en gros il excluait les sociétés qui ne correspondaient pas à ses valeurs, a changé aussi son approche, et il a forcé une société comme Oracle en 2019 en lui disant maintenant, soit vous faites ce qu'on vous dit, soit on sort. Donc les entreprises, les fonds d'investissement, forcent les entreprises à appliquer le corpus de valeurs woke. Quand, disons, tout ce logiciel idéologique va s'implémenter, ça va avoir des effets relativement rapides. C'est-à-dire que c'est-à-dire, quand si vous voulez, ces critères commencent à s'appliquer dans une boîte et celle-ci les applique à ses sous-traitants, quel est le déroulé économique? C'est-à-dire, comment on se rend compte si ça marche ou si ça marche pas? Si ça marche ou si ça marche pas, de quel point de vue? D'un point de vue si financier? C'est-à-dire, est-ce que ça rapporte de l'argent aux entreprises? Est-ce que ça peut rapporter? Est-ce que les pertes sont immédiates? Est-ce qu'elles sont soutenables? Enfin, comment ça s'est fait selon les grands types d'activités? Est-ce qu'il y en a qui ont tiré leur épingle du jeu, qui ont pu quand même faire un peu d'argent avec ça? Ou est-ce que ça a été une perte sèche pour tout le monde? Non, ça n'a pas été une perte sèche pour tout le monde. En fait, la question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi les entreprises, même si elles ont reçu la pression de la finance pour appliquer les préceptes du wokisme, pourquoi est-ce qu'elles l'ont fait? Parce que, évidemment, on comprend qu'une entreprise qui va devenir woke va s'aliéner une partie de ses potentiels consommateurs, peut-être pas la totalité. Certaines marques, comme notamment Gillette, nous a donné un élément de réponse. Elle nous dit, nous c'est très simple, on s'adresse à une génération de jeunes hommes, peut-être plus sensibles aux thèses du wokisme, et certainement, ce n'est pas Gillette qui le dit, ça c'est moi qui l'ajoute, moins au fait des mécanismes du capitalisme de marché, qui ne comprennent pas trop comment ça fonctionne le capitalisme, mais par contre ils sont plus sensibles à ces thèses-là, donc une marque comme Gillette
va devenir woke. Vous avez des marques comme Adidas, qui a notamment lancé ce maillot de bain unipièce pour femmes, mais pour les hommes transgenres, qui a été accusé de vouloir effacer les femmes. Donc ça ne marche pas à tous les coups. Les entreprises subissent des pertes. Maintenant, on le voit dans les critères ESG aujourd'hui, parce que d'une manière générale, aux États-Unis, au Japon, ce n'est pas encore le cas en Europe, les investisseurs commencent à désinvestir des sociétés qui appliquent ces critères. Quelqu'un comme Elon Musk avait déclaré en 2022 que les critères ESG sont une arnaque. Et d'ailleurs, il l'a prouvé, parce que Twitter, donc avant que ça devienne X, était considéré comme l'une des sociétés les plus woke d'Amérique avec Disney. Il a racheté cette boîte et il a licencié plus de 50% de la masse salariale. Mais qu'est-ce que ça a prouvé? Que la société était capable de continuer à fonctionner sans 50% de ses employés. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là? Commissaire politique, pour beaucoup d'entre eux. Or, surtout que si on prend le caractère assez flou des critères ESG, parce qu'une entreprise, quoi qu'on pense de la structure, il y a des juges de paix, les bilans comptables, le chiffre d'affaires, la part de bénéfices. On est content, on n'est pas content, on peut critiquer ou pas ces modèles-là, à raison ou à tort, mais au moins il y a des juges de paix. Là, si je vous suis bien, on va ouvrir dans toutes les boîtes le concours Lépine de la plus belle bêtise. Parce que comme c'est très difficile de faire entrer l'idéologie dans la réalité, chaque entreprise va avoir des idées plus ou moins farfelues pour être aussi woke que possible. D'où la prise de pouvoir au sein des entreprises en question de leurs éléments les plus woke. Donc il y a aussi une substitution de l'élite interne de l'entreprise. Alors ça, c'est définitivement l'un des points de diffusion du wokisme en entreprise. Le wokisme en entreprise, comment est-ce que nous, on le constate? En tant que consommateur, dans les politiques de communication des boîtes, dans leur politique commerciale, c'est-à-dire on va trouver par exemple des maillots de bain destinés aux femmes, mais qui vont être maintenant destinés aux hommes transgenres, dans leur processus de recrutement et dans des types de formations qu'elles vont appliquer à leurs employés, proposer à leurs employés. Ces formations, on appelle ça des formations, justement, les formations DEI. En France, on s'appuie sur la loi du 27 janvier 2017 de l'obligation de formation des employés aux non-discriminations. Elle concerne quel type d'entreprise? À partir de quelle taille? Parce qu'on peut emmerder une TPE avec ça? Non, c'est des entreprises d'une certaine taille. Ça concerne généralement les plus grosses entreprises. De toute façon, c'est là où est l'argent, c'est là où sont les budgets. Et la question, de toute façon, c'est une question principalement pécuniaire pour ces associations qui font les formations. Et j'aimerais prendre un exemple là-dessus. Peut-être vous avez entendu parler de cette histoire-là, mais c'était il y a 2 ans ou 1 an et demi, je crois. Coca-Cola avait organisé dans son entreprise une formation pour déconstruire les préjugés et pour déconstruire les biais inconscients, et notamment les préjugés envers, que les Blancs avaient sur d'autres types de races. Et dans cette formation, qui était une formation qui avait été tenue par la papesse des formations DEI, qui s'appelle Robin DiAngelo, on pouvait entendre notamment que, évidemment, être blanc, c'est être arrogant, c'est être un suprémaciste, et que la méritocratie, le travail acharné, la ponctualité sont des caractéristiques de blancheur dans les entreprises. Ah oui. Et donc de suprématie. Les galeux et les galeux. Voilà, donc c'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Tout ça, c'est pas bien. Et ces formations, d'une manière générale, que ce soit aux États-Unis ou en France, les formations sur les biais inconscients s'appuient toutes sur un test qu'on appelle le test TAI, qui est un test d'aptitude intellectuelle pour comprendre si oui ou non vous êtes raciste. C'est un test qui est issu de l'université d'Harvard en 1998, qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Brian Nosek. Et pour savoir si vous êtes raciste ou pas, on va vous poser un certain nombre de questions sur un ordinateur. On va vous montrer un homme, une femme dans certaines situations, un blanc, un noir, et on va mesurer votre temps de réponse à choisir entre un homme, une femme, un blanc, un noir. Et on va calculer, alors c'est de l'ordre de la milliseconde,
on va calculer votre temps de réaction. Ah oui. Et si vous choisissez plus rapidement un homme qu'une femme pour une certaine tâche, par exemple porter quelque chose de lourd ou faire une tâche un petit peu plus compliquée, une tâche où la confiance est nécessaire et vous choisissez plutôt un blanc qu'un noir, on va considérer que vous êtes raciste. Ah. Le souci, c'est que si vous faites 2 fois de suite le même test, vous n'avez pas les mêmes résultats. Alors, vous pouvez me dire, c'est attendu, puisque les résultats sont de l'ordre de la milliseconde. Oui, c'est quand même ce test-là qui va déterminer si vous êtes raciste, sexiste ou pas. Oui. Et plus grave sur ce test-là, son créateur même a déclaré au début des années 2010 que son test n'était pas d'une très grande fiabilité. Pourtant, c'est le test qui est utilisé aujourd'hui dans les entreprises françaises. Ah oui, d'accord. Oui. Et ça, on l'est, on ne s'identifie pas. Hein. Non, soyons ah non, voilà. ça, non, là, on l'est. Oui, d'accord. Oui. On ne s'identifie pas comme. Non, mais il faut. Vous l'êtes déjà de base. Ah oui, d'accord. De base. Là, pour le coup, il n'y a pas de modulation. C'est con, ça aurait été dommage. Mais et aujourd'hui, c'est drôle, c'est comme disent les Nietzschéens, parfois un grand éclat de rire. Mais si on se place en bout de chaîne, au moment où nous parlons, est-ce que une part des entreprises, on a cité le cas Musk, mais sur les grandes boîtes qui ont porté le mouvement, combien s'en sont désengagés? Alors, il y a quelques sociétés, aujourd'hui, qui commencent à se désengager du wokisme. On peut citer Ford, on peut citer Toyota, on peut citer Harley-Davidson. Parmi les marques les plus connues, il y en a d'autres, elles sont un petit peu moins connues. Quand on dit se désengager du wokisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des sociétés, je prends le cas de Toyota, qui a tout simplement décidé de se séparer de son département DEI en entreprise. En France, je crois que le nom de ce département, c'est RSE, Responsabilité sociétale des entreprises, qu'on va retrouver dans certaines entreprises, et qui est d'ailleurs le département qui a tout intérêt à accentuer la perception d'un problème. Pourquoi? Parce que si un jour, dans ce département, qui sont généralement des départements dépendants des départements RH, de ressources humaines, si vous dites qu'il n'y a plus de problème d'inégalité dans l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer? On va vous dire merci, au revoir. Donc ce sont des gens qui ont tout intérêt, pour conserver leur poste et accessoirement leur rémunération, à toujours inventer de nouvelles inégalités dans l'entreprise. Oui, ce serait con qu'ils doivent trouver un vrai travail, mais d'accord. Donc non seulement vous avez quelques entreprises qui ont fait le pas, mais vous avez en interne des forces qui vont résister et qui vont continuer d'appeler à toujours plus de politique DEI dans les entreprises, comme c'est le cas dans un grand nombre d'entreprises françaises. Là, je vous suis depuis tout à l'heure, on est bien d'accord que le mouvement de ressac dans les grands groupes du wokisme, ce mouvement de ressac est américano-japonais, si je vous suis pour l'instant. C'est-à-dire qu'en Europe, il n'y a pas encore de ressac, contrairement à ce que certains auraient pu espérer. Alors, sur la partie révolte des consommateurs, c'est clairement aujourd'hui un mouvement strictement américain, qui a commencé avec Budweiser. La partie japonaise, c'est plus la constatation du fait que les fonds d'investissement ISR n'apportent pas les résultats escomptés. Je rappelle que ce fameux rapport de l'ONU de 2004 nous disait que implémenter dans les entreprises les critères ESG, c'était une source de diminution des risques pour les investisseurs, donc c'était bénéfique. La réalité nous a montré que c'était tout autre, qu'il y avait des risques supplémentaires. Je pourrais prendre un exemple, le cas de la banque SVB. Est-ce que vous connaissez cette banque SVB, qui est la Silicon Valley Bank, qui était une banque qui a été créée au début des années 80 et qui assez rapidement, en Californie, est devenue la banque des startups aux États-Unis. Et entre 2019 et 2021, la banque a connu une croissance exponentielle. Donc beaucoup de fonds de déposants arrivent dans la banque. Et qu'est-ce que fait la banque? Elle décide de les placer dans ce qu'on appelle des obligations d'État américaines. À l'époque, le taux de la Réserve fédérale américaine, le taux de base, est de 0,25 ou 0,5%. Il est très bas. Qu'est-ce qui se passe après? Un an plus tard, on connaît les premiers effets de l'inflation. Et la Fed décide de remonter ses taux de manière
très brutale. Les taux passent à 4,5%. Mais du point de vue de la banque SVB, qu'est-ce que ça veut dire? Cette banque avait placé beaucoup d'argent dans des obligations qui rapportent 0,5%. Et elle se retrouve maintenant avec des obligations sur le marché qui rapportent, les mêmes obligations qui rapportent 4,5%. Donc forcément, la valeur de ces obligations qu'elle avait achetées diminue. Dans le même temps, les taux ont monté. Donc les entrepreneurs et les start-upers qui avaient placé leur argent dans cette banque décident de retirer leur argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de difficultés d'obtenir des crédits. Quand les taux montent, on a plus de difficultés d'obtenir les crédits. Qu'est-ce qui s'est passé pour SVB? Eh bien, tout simplement, elle a eu une perte colossale de plusieurs milliards de dollars sur ses obligations. Et à partir de ce moment-là, ça a été la descente aux enfers et la banque a fermé dans l'année. Pourquoi je vous dis ça et quel est le rapport avec le wokisme? Quel est le poste le plus important dans une banque? C'est le poste de contrôleur des risques bancaires. Eh bien, la SVB n'avait pas de contrôleur des risques bancaires pendant plus d'1 an et demi. Mais par contre, elle avait tout un comité DEI, et c'était l'une des banques qui se disait les plus woke d'Amérique. Et donc, le résultat, d'un point de vue strictement financier, pour les gens qui avaient investi dans cette banque, ça a été une perte totale de leur investissement, de leur argent. Et évidemment, les employés ont perdu aussi leur emploi. Non, je continue sur le même fil. En Europe, pour l'instant, rien ou si peu en termes d'éloignement des milieux d'affaires du mouvement woke. Donc c'est-à-dire l'Europe peut terminer dernière citadelle du mouvement d'un point de vue capitalistique et entrepreneurial. Oui, alors il y a un recul du mouvement woke, c'est certain, et on pourrait même dater ce recul de l'épisode Budweiser. Si vous pouvez revenir dessus une minute. Donc l'épisode Budweiser en 2023, le 1er avril 2023, donc Budweiser, pour rappel, c'est une marque de bière très connue aux États-Unis qui s'adresse plutôt à une clientèle jeune, masculine, et dont les valeurs sont convivialité, fraternité, l'Amérique profonde. Cette marque de bière s'était fait connaître au début des années 2000, peut-être que ça vous dit quelque chose, parce qu'ils avaient créé un spot de publicité qui est resté, qui est passé après dans pas mal de séries télévisées. C'est le spot de télévisé What's Up, où les gens s'appelaient au téléphone What's Up, What's Up. Donc, ça avait fait un buzz et elle est devenue très connue, notamment grâce à cela. Et au début de l'année 2023, la vice-présidente du marketing de Budweiser Light décide que la marque est trop poussiéreuse, elle est trop masculine. Elle est trop, son aspect un peu... là encore, légaleux, d'accord. Voilà. Donc elle décide d'embrasser beaucoup plus d'inclusivité. Comment est-ce qu'elle fait ça? Elle recrute un influenceur qui s'appelle Dylan Mulvaney. Peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un de très connu aux États-Unis, qui a plus de 10 millions de followers sur les réseaux sociaux. Et son fait d'arme, c'est d'avoir décidé, il y a quelques années, que c'était plus un homme mais une femme. Donc il a documenté sur TikTok sa transition de jeune homme à jeune femme, qu'il appelle les 365 jours de féminité. Et oui, il a d'ailleurs été reçu par Joe Biden à la Maison-Blanche, c'est quand même un influenceur respectable. Ça devait valoir une photo et un beau cadre. Voilà, entre autres. C'est un petit peu dommage parce que son grand-père était commandant sur un contre-torpilleur pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, comme quoi les... Transit Gloria Mundi. Voilà, l'évolution de la civilisation. Et qu'est-ce qui s'est passé donc, le 1er avril 2023 ? Dylan Mulvaney, sur ses réseaux sociaux, va présenter une canette de bière Bud Light à son effigie, tout en singeant Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé, le film Breakfast at Tiffany. Donc, il a le même accoutrement. Il singe les expressions féminines et présente cette canette de bière en disant « Je suis ravi pour mon anniversaire de féminité. Budweiser m'a fait le plus beau cadeau qui soit, une canette de bière à mon effigie. » Évidemment, les Américains, surtout le consommateur de Budweiser, enfin c'est quand même très mal visé pour le coup, n'acceptent pas du tout et se révoltent. Et ils se mettent tous à boycotter d'une manière systématique la marque et les ventes plongent de 25%. Pour un monstre qu'est
cette marque de bière, c'est faramineux. On n'a jamais vu ça. On parle d'une perte de 25 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière. C'est quelque chose de très important qui marque l'ensemble du capitalisme américain. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après Budweiser. À partir de ce moment-là, la réaction de Budweiser, c'est de se dire, bon, il faut qu'on fasse marche arrière parce que là, sinon, on va perdre tout notre public. On va tout perdre. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Un communiqué laconique pour dire, on n'a jamais voulu blesser personne, on est une marque de bière, on veut réunir toutes les sensibilités. Puis un partenariat avec la franchise de MMA, parce que c'est un sport généralement plutôt apprécié des milieux de droite, pour essayer de se racheter. Ça marche à peu près, les ventes repartent, et dans le même temps, de manière un peu plus discrète, que fait Budweiser ? Des donations aux associations LGBT+Q. Pourquoi ? Pour ne pas vexer les communautés woke, essayer de jouer sur les deux tableaux. Donc on a un avant et un après Budweiser. Justement, je rebondis immédiatement. Est-ce qu'il y a un recul du mouvement woke dans le monde capitaliste ou est-ce qu'il y a une mutation ? Je reprends exactement là où vous avez conclu. Sur le cas Budweiser, est-ce qu'aujourd'hui, vu qu'il se rend... On a affaire à tout sauf à des idiots, ils doivent quand même se rendre compte qu'une partie de la société s'est cabrée contre ça, même pas uniquement. Alors évidemment, ils ont pris ça, c'est leur théorie de l'empathie et de la sensibilité, c'est-à-dire il n'y a que des sensibilités, il n'y a pas de raison. Hein, ça fait partie de leur catégorie avec l'intersectionnalité, avec les théories de genre et différentes choses. Ils ne sont... pour eux, tout est affect, ce qui pose un problème difficile en négociation, hein, quand même. Or, une part de la société ne s'est pas rebellée contre eux en tant qu'eux. Elle s'est rebellée contre eux parce que une partie de la société n'a tout simplement pas envie de subir des assauts cognitifs répétés de la part de donneurs d'ordre qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne veulent pas connaître. Les messages auraient été autres, ça aurait été tout pareil. Vous savez, c'est pas par exemple par problème avec les trans que les consommateurs n'ont pas supporté Budweiser et le problème de Budweiser. C'est dire, vous n'avez pas à nous envoyer ça dans la figure pour normer nos comportements, qui que vous soyez. Et c'est parce que vous êtes notre bière préférée que vous avez le droit de nous faire ça. Or, est-ce qu'ils sont en train de reculer ou est-ce qu'ils sont en train de faire muter leur mouvement ? Reprenons le cas de Budweiser, vous l'avez très bien dit. Ils essayent de recentrer leur image. Vite, sauvons les meubles, et en même temps, ils lâchent un petit billet. Est-ce que l'avenir du mouvement woke, c'est pas tout simplement le racket ? Alors, c'est une bonne question. Je suis d'accord avec vous sur le fait que ces gens-là ne sont pas des idiots, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, le consommateur américain non plus. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis ? C'est que vous avez énormément de marques qui se sont créées depuis 3, 4, 5 ans, qui se définissent comme des marques anti-woke. Et je vais prendre 2 exemples. Le premier, peut-être plus drôle. Pourquoi ? Parce que, enfin drôle, je ne sais pas. Parce que c'est en lien avec le même influenceur. C'est une marque de tampons, Garnu, qui est une marque de tampons qui s'affiche comme étant des tampons pour femmes. Ça paraît révolutionnaire. C'est une bonne idée marketing. J'ai du mal à encaisser. Oui. Pourquoi ? Parce que Tampax avait fait justement un partenariat avec ce même influenceur, Dylan Mulvaney. Pourquoi ? Oui, non. Voilà. Ils ont leur raison. Admettons. Admettons, exactement. Donc ça, c'est la première chose. Et on pourrait prendre énormément d'exemples. Il y a une société qui s'appelle Red Balloon. Red Balloon aux États-Unis, c'est une société de recrutement, mais qui recrute des candidats sur les critères que sont la reconnaissance, le travail, le mérite. Encore une fois, ça paraît révolutionnaire, mais c'est encore une de ces marques qui sont des marques anti-woke. Il y a même une plateforme Amazon qui s'appelle Public Square, qui recense, aux États-Unis, qui recense l'ensemble des marques qui se disent anti-woke ou qui ont pour valeur la liberté, la famille et la religion, parce qu'aux États-Unis, la religion est très importante.
et ça cartonne aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les marques anti-woke ont trouvé leur public. Et c'est ça aussi qui fait que certaines entreprises commencent à comprendre que si elles ne font pas marche arrière, elles vont se retrouver dans une position où elles auront elles-mêmes enfanté leur concurrence. Maintenant, à savoir si on est fondamentalement sur une période, on va dire, pas une très bonne période pour les entreprises woke en ce moment. Elles ont connu plusieurs revers. Disney est un autre exemple. Disney a perdu beaucoup d'argent. Ils ont licencié énormément de monde. Toujours avec ces questions. Alors, Disney, évidemment, il y a deux grandes questions sur Disney. La première, c'est la glorification de l'homosexualité. Et on le retrouve dans les propos de l'ancienne vice-présidente contenue, Karen Burke, qui a déclaré qu'elle voulait que 50% des personnages de Disney soient homosexuels. Et la question n'est pas tant de savoir pourquoi est-ce que les enfants, c'est quand même une question, pourquoi est-ce que les enfants devraient voir systématiquement des homosexuels. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que Disney veut absolument montrer ça aux enfants. Ça, c'est la question que je me pose. Beaucoup plus que savoir pourquoi les enfants devraient écouter cela. Et l'autre, c'est le fait que la plupart des longs métrages de Disney, enfin même des courts métrages, sont devenus des conférences déguisées, glorifiant soit l'homosexualité, soit mettant en scène le personnage féminin, vous savez, de ce qu'on appelle la girl boss, la fille qui commande, qui décide de tout, qui a toujours raison, face, évidemment, au patriarcat blanc. Et au moins, l'avantage, c'est que le galeux reste le personnage. Voilà, le galeux, c'est le blanc. C'est toujours le même. Et dans l'un des derniers dessins animés de Disney, qui s'appelle Aisha Wish ou La Bonne Étoile, on a encore cette adolescente ethnique, précoce, en lutte contre le patriarcat blanc. Les gens n'en peuvent plus de ces conférences déguisées. Il n'y a absolument aucune histoire. Il n'y a plus les valeurs traditionnelles de Disney qui étaient le dépassement de soi, l'altruisme, ce qui était quand même... c'est devenu des sermons, c'est une caricature. Ce sont des conférences déguisées. Disney a fait mine de comprendre, en tout cas son patron, a fait mine de comprendre le problème qui était posé, puisqu'il a dit qu'effectivement, il fallait maintenant plus se concentrer sur l'histoire et un petit peu moins sur les messages à faire passer. Donc ils avaient conscience de la chose. Et juste après, on a eu le droit aux 7 nains, mais avec des nains qui étaient des créatures. Donc il prouve que je ne suis pas certain qu'il ait complètement compris. Il n'est pas tout à fait compris. Je ne suis pas sûr. On arrive aux deux dernières questions de cet entretien qui vont être... La première, alors ça va vous paraître une question assez drôle, mais nous avons créé, alors là, vraiment, c'est en tant que, en plus d'être essayiste, vous êtes quand même analyste financier, donc on a créé toute une surclasse oisive ou semi-oisive dans les grandes entreprises, grâce à ça. Grâce à ces critères sociétaux, qui sont généralement, puisque maintenant en plus, il faut bien que nos spectateurs le comprennent. Tout s'est adapté à eux, c'est-à-dire que pour qu'il y ait des secteurs entiers des entreprises surpayés sur ces questions-là, on a créé des instituts de formation, on a rajouté des UFR dans les facs, on a rajouté des UFR en école de commerce, tout un écosystème plein les dents baignent dans le fond, comme on dit comme dit l'expression populaire. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Si vous voulez, c'est improductif, ça va avoir des effets anthropologiques délétères, parce que ce sont des gens c'est au sens strict des bullshit jobs, mais là, pas dans le sens qu'on donne habituellement à ce terme, c'est-à-dire des gens qui font quelque chose mais qui est abrutissant et harassant. Mais là, ce sont juste des métiers qui n'existent pas. Sur des choses qui n'existent pas. Et comment vous, par rapport à la position de financier qui est la vôtre, vous voyez l'évolution de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens-là? Alors, en plus, je termine juste la question, ils ont aussi un problème, c'est qu'une fois qu'ils sont formés à ça,
On est d'accord qu'ils désapprennent une partie de la véritable activité entrepreneuriale. Donc ils ne savent rien faire. Qu'est-ce qu'on va en faire? Le problème est même plus profond, si je peux me permettre. Pourquoi? Parce que vous avez un grand nombre d'entreprises maintenant qui sont convaincues que la méritocratie est un symptôme de suprématie blanche. Ah, ok. Je prends un exemple très simple. On parlait de formation. Bien sûr. Il y a une conférence des universités en Grande-Bretagne qui s'appelle le Russell Group, donc le groupe des universités Russell, mais dedans vous avez des universités comme Oxford, Cambridge, parmi les plus prestigieuses, qui ont déclaré l'an dernier que recruter la personne la plus qualifiée pour un emploi constituait une micro-agression. Ah oui, ok. Micro-agression, je peux peut-être répéter ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas le terme. La micro-agression, c'est le fait de dire un propos apparemment banal qui peut blesser, sans intention de blesser, mais qui peut blesser ou offenser une personne issue d'une minorité. C'est-à-dire que je recrute demain pour mon entreprise la personne la plus qualifiée, et c'est Oxford, Cambridge qui s'associe à ce message-là. Je suis coupable de microagression, ce qui est... si je puis me permettre, je vais en illustrer une avec un exemple français pour que nos spectateurs voient où on est. À titre de père de famille, j'ai reçu un message il n'y a pas très longtemps, non pas de l'institution dans laquelle ma fille est née, mais de la part d'associations de parents d'élèves. On nous disait, faites très attention, on remarque des grands écarts de langage entre les enfants. Faites attention, vous qui lisez beaucoup à vos enfants, donc je me suis immédiatement senti visé, parce que d'autres enfants n'ont pas cette chance. J'ai donc, pour avoir le droit de terminer Moby Dick avec ma fille, je vais devoir faire le tour des 24 gamins le soir pour leur lire quelque chose. Parce que si leurs parents ne peuvent pas, et je ne dis pas qu'ils ne le font pas, je dis qu'ils le peuvent, parfois ils ne le peuvent pas, faire ce que moi je fais, j'agresse les familles des 24 autres gamins. Vous voyez, une microagression, c'est aussi ça. Vous voyez, pour que les gens voient que c'est même présent chez nous. Oui, voilà. Tout ce qu'on peut faire, ou tout ce qu'on peut faire qui peut être interprété, c'est interprété, c'est interprété, c'est le mot moins important. Qui compte, de manière offensante par une personne membre d'une minorité, et encore une fois, on parle des femmes, des LGBT+, et des ce qu'on appelle les minorités ethniques, mais globalement c'est la majorité, on est bien d'accord. Hein. La minorité, ce sont les hommes blancs, par définition. Bah oui, si on met les femmes d'un côté, qu'on rajoute les hommes homosexuels et les hommes issus de minorités ethniques, on est déjà au-dessus de 51%. Exact. Évidemment, les microagressions, si on considère que ça fait partie d'une des sources de, comment dire, qui va créer, qui va empêcher certaines personnes d'obtenir un emploi, alors on va se retrouver dans une situation où on prendra, et c'est déjà le cas aujourd'hui dans des entreprises, des gens moins qualifiés. Et pour répondre à vos questions, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Je n'en sais rien, mais mon sentiment est de me dire qu'il y a deux voies possibles. La première voie, c'est aller vers plus de wokisme, et donc, d'une certaine manière, au bout du tunnel, on va passer quelques étapes, in fine, la décivilisation, parce que c'est vers ça que ça nous mène. Et la deuxième chose, une sorte de révolte du capitalisme, mais pas du capitalisme comme on l'a décrit tout à l'heure, qui était le klepto-capitalisme ou le capitalisme de connivence, je fais la différence dans le livre entre les deux, mais du vrai capitalisme entrepreneurial qui cherche à créer, qui cherche à servir ses consommateurs. Et c'est un petit peu vers ce sens-là que j'espère que les choses pencheront, et c'est un petit peu ce qu'on voit quand on parle des sociétés concurrentes anti-woke qui se sont créées ces dernières années. Ce sera ma dernière question, mais pour l'instant, comment jugez-vous, si elles existent, les penchants anti-woke présents en Europe de l'Ouest en général et en France en particulier? Est-ce que dans ce jeu-là, finalement, on regarde passer les trains?
Alors, la France, historiquement, on est un petit peu moins perméable aux thèses woke, de toute façon. Parce qu'il y a quand même un arrière-fond protestant très fort hein, dans le wokisme. Il y a... Qui est peu perméable chez nous. Quand même. Oui, puis on a ce modèle universaliste, républicain et méritocratique. Je rappelle que l'idée méritocratique a été remise au centre de la politique européenne par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans son article 6. Tous les hommes sont égaux et auront accès, quel que soit aux charges sans autre distinction que leurs talents et leurs aptitudes. Donc c'est bien une idée méritocratique, l'idée de la Révolution française. Donc c'est en nous, donc on aime le mérite en France, beaucoup plus que peut-être dans certains autres pays, même si on est aussi beaucoup un pays quelque part marxiste par définition. Donc est-ce qu'on voit passer les trains ou est-ce qu'il y aura évidemment une prise de conscience également en France sur les sujets du wokisme? C'est encore une question de prospective à laquelle je ne peux pas répondre, mais j'espère fondamentalement qu'on verra soit un mouvement d'essoufflement du wokisme. Encore une fois, aujourd'hui, on n'est pas sur un recul, on est sur un reflux. Est-ce que c'est la vague qui va revenir beaucoup plus forte? Est-ce que c'est une bataille qui est perdue? Est-ce que c'est la guerre? Je crois que la bataille fait juste que commencer. Et l'une des solutions, en tout cas l'une des solutions que je propose dans le livre comme étant la voie de salut, la voie de notre salut, c'est le boycott. C'est de boycotter systématiquement toutes les entreprises qui ne correspondent pas à vos valeurs. Moi, je le fais à titre personnel et ça peut être des choses très simples. Vous allez dans un restaurant, vous êtes mal servi par un serveur ou vous n'aimez pas la nourriture qui vous est servie, vous n'allez pas y retourner. Ça s'appelle un boycott. Boycotter ce restaurant. Mais faites la même chose avec les marques. Lorsque vous vous sentez insulté par une marque, ce qui peut arriver, prenez la décision systématique de boycotter cette marque. Et c'est le seul salut que nous avons pour que demain, le wokisme perde un petit peu de son influence en France. Ce sera une très bonne conclusion. Gérald Authier, je rappelle votre livre Stop au capitalisme woke, édition Omerta, disponible sur le site d'Omerta, bientôt disponible en plateforme, le lien en description. Merci beaucoup et je vous souhaite vraiment le plus grand succès à votre livre parce qu'il est particulièrement bien construit. Et on apprend beaucoup de choses parce qu'on ne mesure peut-être pas, même en termes financiers, les enjeux de tout ça. Et en réalité, ça a été je pense, une très belle entrevue, et je vous en remercie. Merci à vous pour votre invitation. Chers amis du Cercle Aristote, n'oubliez pas, c'est Noël, d'ailleurs ça ferait un très beau cadeau de Noël pour si vous avez une cousine à cheveux bleus, et ça va pimenter les repas de fin d'année. N'oubliez pas que les coffrets de Noël chez nous sont arrivés et que vous pouvez nous soutenir, adhérer, faire des dons jusqu'au 31 avec des fiscalisations. Tout ça est en description. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.